À 30 ans, Randolph Carter perdit la clé de la porte des rêves. Jusqu'alors, il avait compensé la banalité de l'existence par des excursions nocturnes de l'autre côté de l'espace, dans d'étranges et anciennes cités, et par-delà les mers éthérées dans de belles et extraordinaires contrées verdoyantes. Mais plus il avançait dans l'âge mûr, plus il sentait ces espaces de liberté lui échapper, jusqu'au jour où, soudain, il ne put plus y accéder. Plus jamais ces galères ne vogueraient devant les flèches d'or de Trâne en remontant l'Oukranos. Plus jamais ces caravanes d'éléphants ne progresseraient lourdement dans les jungles parfumées du Clède, où des palais oubliés à colonnes d'ivoire dorment sous la lune, superbes et intacts. Il avait beaucoup lu sur la nature de la réalité et s'était entretenu avec trop de gens. Des philosophes bien intentionnés lui avaient appris à s'intéresser aux relations de cause à effet, ainsi qu'à analyser les processus qui donnaient naissance à ses fantasmes et à ses pensées. Le merveilleux s'était alors enfui, et il avait oublié que la vie tout entière n'est qu'une série d'images contenues dans le cerveau, et qu'il n'y a aucune différence entre les images issues des choses réelles et celles nées des rêves intimes, ni aucune raison de considérer les unes comme supérieures aux autres. Le train-train quotidien lui avait enfoncé dans le crâne une révérence superstitieuse pour tout ce qui est tangible et matériel, et l'avait rendu secrètement honteux de ses séjours dans les rêves. Des sages lui avaient dit que ces rêveries de pacotille étaient ineptes et puériles. Pire, elles étaient surtout absurdes, selon eux, puisque ceux qui font ce genre de rêves persistent à les doter d'un sens et d'un but, alors que le cosmos continue inexorablement à broyer, aveugle et sans but, pour créer à partir du néant et réduire de nouveau à néant ce qu'il a créé, sans tenir compte, ou en les ignorant, des aspirations ou de l'existence des esprits, qui de temps à autre scintillent une seconde dans l'obscurité. Ces sages l'avaient cloué à terre, enchaîné à la réalité. Puis il lui avait expliqué comment fonctionnait cette réalité, jusqu'à ce que le monde fût totalement dépourvu de mystère. Quand il se plaignait ou aspirait à s'échapper dans ces royaumes crépusculaires où la magie transformait tous les petits fragments colorés, toutes les associations d'idées de son esprit, en visions exaltantes et en délices insatiables, il l'incitait au contraire à se tourner vers ces récents prodiges que la science venait d'accomplir, et l'exhortait à trouver du prodige dans les maelstroms d'atomes, du mystère dans les dimensions célestes. Comme il n'arrivait pas à trouver ces merveilles dans des choses soumises à des lois connues et mesurables, ils lui dirent qu'il manquait d'imagination et de maturité, parce qu'il préférait les illusions du rêve à celles de notre monde matériel. Alors Carter essaya de faire comme tout le monde. Il feignit de croire que le quotidien et les émotions des esprits terre-à-terre importent davantage que les rêveries des âmes rares et délicates. Il ne les contredit pas quand ils lui dirent que la souffrance d'un cochon qu'on égorge ou celle d'un pecno-dyceptique dans la vraie vie sont plus importantes que la beauté sans égale de Narat, dont il se rappelait vaguement avoir vu en rêve les dômes de Chalcédoine et les 100 portes sculptées. C'est ainsi que, suivant les conseils des sages, il développa un sens aigu de la pitié et de la tragédie. De temps à autre, cependant, il ne pouvait s'empêcher de voir combien tout ce à quoi les hommes aspirent est creux, absurde et changeant, combien le vide sur lequel nos instincts débouchent contraste avec ces idéaux pompeux que nous prétendons avoir.
Il se rabattait alors sur cette sorte de rire poli que les sages lui avaient appris à opposer à tout ce que les rêves ont d'artificiel et d'extravagant. Mais il voyait bien que la vie quotidienne, sur terre, était tout aussi artificielle et extravagante que les rêves, sauf qu'elle était nettement moins estimable, parce qu'elle n'en avait pas la beauté, et que dans sa bêtise elle refusait d'admettre l'absence de but et de sens qui la caractérisait. C'est ainsi que Carter devint une sorte d'humoriste qui ne se rendait pas compte que, dans un univers dépourvu de tout véritable critère de cohérence ou d'incohérence, l'humour lui-même est vide. Dans les premiers temps de son esclavage, il s'était tourné vers la paisible foi religieuse, telle qu'elle lui avait été transmise par ses pères dans toute sa naïveté, car ces longues avenues mystiques paraissaient promettre une échappatoire à la vie. Mais en y regardant de plus près, il remarqua le manque d'imagination et de beauté, ainsi que la banalité rance et prosaïque dont étaient généralement frappés ceux qui, de façon grotesque, affirmaient avec un air grave de hibou détenir des vérités intangibles. Carter fut également profondément frappé par la maladresse avec laquelle on s'acharnait à transformer en faits établis les peurs et les superstitions anciennes d'une race primitive confrontée à l'inconnu. Il était affligé par la solennité avec laquelle les gens essayaient d'extraire une réalité terrestre à partir des vieux mythes quand, à chaque pas, leur science vantarde les réfutait. Et cette gravité mal placée tua en lui l'attachement qu'il aurait pu garder pour les anciennes croyances, si elles s'étaient contentées d'offrir, sous leur véritable apparence de rêveries éthérées, leurs rites sonores et leurs élans mystiques. Mais lorsqu'il commença à étudier ceux qui s'étaient débarrassés des vieux mythes, il les trouva encore plus détestables que les autres. Ces gens-là ne savaient pas que la beauté réside dans l'harmonie. Ils ne savaient pas que dans un univers absurde, il n'y a pas de critère à la douceur de vivre, hormis celui d'être en harmonie avec ses rêves et sentiments aujourd'hui disparus, mais qui ont façonné aveuglément nos petites sphères à partir du chaos. Ils ne voyaient pas que le bien, le mal, la beauté et la laideur sont toujours relatifs, et que leur seule valeur réside dans le lien avec ce hasard qui a fait de nos ancêtres des êtres pensants et sensibles, et dont les détails varient pour chaque race, chaque culture. Au lieu d'essayer d'y voir clair, ils avaient soit totalement nié ces phénomènes, soit tâché de les mettre sur le compte de ces instincts vagues et brutaux qu'ils partageaient avec les bêtes et les pecnos. Si bien que leur vie se traînait de façon écœurante dans la douleur, la laideur et l'inharmonie, ce qui ne les empêchait pas d'éprouver une fierté ridicule d'avoir échappé à ce qui n'est pourtant pas pire que la prison qu'ils s'étaient donnée. Ils avaient échangé les faux dieux de la peur et de la piété aveugle contre ceux de la débauche et de l'anarchie. Carter ne goûta guère à ces libertés modernes, car leur sordide médiocrité écœurait son esprit uniquement épris de beauté, et sa raison était révulsée par la logique maladroite avec laquelle les champions de ces libertés essayaient de plaquer sur les instincts brutaux un caractère sacré arraché aux idoles qu'ils avaient rejetées. Il se rendit compte que la plupart d'entre eux, à l'instar du clergé dont il s'était débarrassé, étaient également victimes de cette illusion qui consiste à croire que la vie a un autre sens que celui que les hommes lui rêvent. De même, ils préféraient à la beauté les vulgaires notions d'éthique et de devoir, alors que la nature, placée sous la lumière de leurs découvertes scientifiques, leur hurlait qu'elle était dépourvue de toute conscience ou moralité. Pervertis et rendus sectaires par leurs illusions préconçues en matière de justice, de liberté et de cohérence, ils rejetaient les vieux savoirs et les vieilles coutumes en même temps que les vieilles croyances. Jamais la pensée ne les effleurait que ces savoirs et coutumes étaient à l'origine de leur façon de penser et de juger, qu'ils étaient les seuls guides, les seuls critères valables dans cet univers absurde, sans but fixe ni point de repère stable. Ayant perdu ces cadres artificiels, leur vie perdait tout sens et tout intérêt.
Arrivait alors le moment où il s'efforçait de noyer leur ennui en s'adonnant à une agitation stérile, au bruit et à l'excitation, à une débauche de barbarie et de sensations animales. Puis, quand ces choses devenaient insipides, les décevaient ou les révulsaient jusqu'à la nausée, ils se faisaient ironiques et amers, et accusaient l'ordre social d'être la cause de leur malheur. Se rendraient-ils jamais compte que leur vie reposait sur des fondations aussi branlantes et contradictoires que les dieux de leurs ancêtres, et qu'ils sacrifiaient les plaisirs à venir aux plaisirs du présent? La beauté calme et durable ne se rencontre qu'en rêve, et cette consolation, le monde l'a rejetée le jour où son culte du réel a chassé les secrets de l'enfance et de l'innocence. Dans ce chaos de vide et d'agitation, Carter essaya de mener la vie d'un honnête homme de bonne famille à l'esprit affûté. Mais comme cette époque ridicule avait fait se faner ses rêves, il n'arrivait plus à croire en quoi que ce fût. Heureusement, son amour de l'harmonie l'avait empêché de s'éloigner des façons d'agir des hommes de sa race et de sa condition. Impassible, il marchait à travers les cités des hommes, soupirant parce que les paysages ne lui semblaient jamais réels, et parce qu'il n'était pas un rayon de soleil sur les hautes toitures, pas une esplanade entreaperçue à la lueur des premiers réverbères du soir qui ne lui rappelât ses rêves envolés, le faisant se languir des contrées éthérées dont il avait perdu le chemin. Il ne connaissait plus que des succès d'années de voyage, et même la Grande Guerre eut beaucoup de mal à l'arracher à sa langueur, bien qu'il se fût engagé dès le début dans la Légion étrangère française. Pendant un temps, il chercha à se faire des amis, mais se lassa rapidement de la vulgarité de leurs émotions et de la platitude de leurs visions. Les membres de sa famille habitaient très loin, aussi ne pouvait-il le visiter, ce dont il se réjouissait secrètement, car ils auraient été incapables de comprendre le genre de vie qu'il menait en pensée. En fait, seul son grand-père et son grand-oncle Christopher l'auraient pu, mais ils étaient morts depuis longtemps. Alors il recommença à écrire des livres, activité qu'il avait délaissée lorsque les rêves l'avaient abandonné. Mais là non plus, il ne trouva ni satisfaction ni sentiment d'accomplissement. La terre pesait comme un couvercle sur son esprit, l'empêchant de concevoir quoi que ce fût de joli. Et l'ironie faisait s'effondrer tous les minarets crépusculaires qu'il élevait, et la peur bien terrestre de l'invraisemblance flétrissait toutes les incroyables et délicates fleurs de ses jardins féeriques. Comme il se conformait à la règle qui voulait qu'on éprouvât de la compassion pour ses personnages, tous les siens étaient fades, tandis que le mythe de l'importance de la réalité, qui chargeait de signification les émotions et les faits humains, contraignait sa puissante imagination à ne produire que des allégories à peine déguisées et de piètres satires sociales. Ces nouveaux romans connurent un succès que ses précédents n'avaient jamais eu, mais comme il savait à quel point ils devaient être vides pour plaire au fat troupeau des lecteurs, il les brûla et cessa d'écrire. C'étaient des romans fort bien exécutés, dans lesquels il se moquait poliment des rêves qu'il ébauchait à peine. Mais il voyait bien que leur sophistication en avait sapé toute la vie. C'est alors qu'il cultiva délibérément l'illusion et s'enticha de tout ce qui était bizarre et excentrique, dans l'espoir d'y trouver un antidote à la banalité. La plupart de ces choses-là, cependant, se révélèrent rapidement vides et dépourvues d'intérêt. Il comprit alors que les doctrines populaires de l'occultisme sont aussi sèches et inflexibles que celles de la science, sans recéler la mince trace de vérité qui rachète cette dernière. La fausseté, la stupidité grossière et les pensées alambiquées ne sont pas l'équivalent du rêve, et ne peuvent constituer une échappatoire à la vie pour un esprit évoluant à un niveau supérieur. Alors Carter acheta des livres encore plus étranges et se mit en quête des plus terribles et des plus pénétrants maîtres du fantastique.
Il plongea plus profondément que beaucoup d'autres dans les mystères de l'inconscient et apprit des choses si terribles sur les gouffres secrets de la vie, les légendes et l'antiquité immémoriale, qu'il en fut profondément troublé. Décidant de vivre sur un plan plus inhabituel, il meubla sa maison de Boston de telle sorte qu'elle fût adaptée à ses changeants états d'esprit. Chacun eut sa pièce, tendue des couleurs appropriées, meublée avec les livres et les objets qui convenaient, et dotée des sources adéquates de lumière, de chaleur, de son, de goût et d'odeur. Un jour, Carter entendit parler d'un homme dans le sud du pays que tout le monde craignait et dont tous fuyaient la compagnie à cause des choses blasphématoires qu'il lisait dans des tablettes d'argile et des livres préhistoriques rapportés frauduleusement d'Inde et d'Arabie. Il lui rendit visite et vécut avec lui, partageant ses recherches pendant 7 années, jusqu'à ce que l'horreur s'abatte sur eux un certain soir, à minuit, dans un mystérieux cimetière antédiluvien dont un seul repartit, alors que 2 s'y étaient rendus. Il retourna alors en Nouvelle-Angleterre, dans la terrible Arkham, la vieille ville hantée par les sorcières où ses ancêtres avaient vécu. Là, dans un paysage de saules vénérables et de toitures chancelantes, il se livra dans l'obscurité à des expériences qui l'incitèrent à sceller pour toujours certaines pages du journal d'un de ses ancêtres à l'esprit particulièrement dérangé. Mais ces horreurs ne l'emmenèrent jamais qu'au bord de la réalité, car elles ne relevaient pas du véritable pays des rêves qu'il avait connu dans sa jeunesse. Si bien qu'à 50 ans, Carter se désespérait de jamais connaître le bonheur ou le repos dans un monde devenu trop affairé pour s'occuper de beauté et trop critique pour qu'y éclosent les rêves. Désormais convaincu du caractère vain et futile de la réalité, Carter se retira du monde et passa ses journées dans les souvenirs nostalgiques et décousus de sa jeunesse si pleine de rêves. Trouvant qu'il était complètement idiot de s'enquiquiner à continuer à vivre, il se procura, par le biais d'une relation sud-américaine, un très étrange liquide qui devait le plonger dans l'oubli sans le faire souffrir. L'inertie et la force de l'habitude lui firent cependant reporter son geste à plus tard. Et il continua de languir, indécis, perdu dans ses pensées du temps jadis. Alors il décrocha les curieuses tapisseries qui pendaient sur ses murs et remit la maison dans l'état où elle se trouvait lorsqu'il était petit garçon, draperies pourpres, mobilier victorien et tout ce qui s'ensuit. Le temps passant, il se réjouit presque d'avoir différé son geste, car les reliques de sa jeunesse et sa séparation du monde rendirent la vie et la sophistication moins prégnantes, plus irréelles. Tant et si bien qu'une pointe de magie et d'espoir revinrent se glisser la nuit dans son sommeil, alors que, pendant des années, il n'avait connu que les reflets distordus du quotidien propres aux sommeils les plus ordinaires. Maintenant, ces nuits voyaient reparaître une étincelle d'un je ne sais quoi de plus étrange et de plus sauvage, comme si quelque chose de vaguement terrifiant était sur le point de se produire. Cela se traduisait dans ses rêves par des images de son enfance, criantes de vérité, tandis qu'il se remettait à penser à des petites choses sans importance et depuis longtemps oubliées. Il se réveillait souvent en appelant sa mère et son grand-père, tous les deux enterrés depuis un quart de siècle. Une nuit,
son grand-père lui rappela l'existence d'une clé. Le vieil érudit grisonnant, aussi fringant que de son vivant, l'entretint longtemps et avec enthousiasme de leur ancienne lignée et des étranges visions qu'avaient eues les hommes sensibles et raffinés qui l'avaient composé. Il lui parla de ce croisé au regard de braise qui avait été fait prisonnier par les Sarrasins et avait appris auprès d'eux de terribles secrets, ainsi que du premier Sir Randolph Carter, qui avait étudié la magie au temps de la reine Élisabeth. Il mentionna également cet Edmund Carter, qui avait échappé de justesse à la pendaison lors de l'affaire des sorcières de Salem, et avait rangé dans un coffret antique une grande clé d'argent que ses ancêtres lui avaient transmise. Avant son réveil, le noble visiteur dit à Carter où trouver ce coffret, archaïque merveille de chêne sculpté, dont aucune main n'avait soulevé le couvercle de style grotesque depuis 2 siècles. Carter retrouva le coffret dans un coin du grenier, où il avait été oublié au milieu de la poussière et des ombres, tout au fond du tiroir d'un grand coffre. C'était un coffret d'environ 1 pied carré, dont les sculptures gothiques étaient si effrayantes que Carter ne s'étonna pas que personne depuis son ancêtre Edmund n'ait osé l'ouvrir. Lorsqu'il le secoua, le coffret ne laissa échapper aucun bruit, mais une envoûtante fragrance d'épices inconnues. Le fait qu'il renfermât une clé était effectivement une vague légende, et le père de Randolph Carter n'avait jamais soupçonné l'existence du coffret. Il était cerclé de fer rouillé et dépourvu de tout système permettant de faire jouer la formidable serrure. Carter eut la vague intuition qu'il trouverait à l'intérieur une clé permettant d'ouvrir la porte perdue de ses rêves. Mais comment et où l'utiliserait-il? Son grand-père ne le lui avait pas dit. Un vieux serviteur força le couvercle sculpté, non sans trembler de peur à cause des hideux visages qui le regardaient d'un air mauvais depuis le bois noir, et parce qu'il lui était étrangement familier. À l'intérieur, enveloppée dans un parchemin décoloré, se trouvait une grosse clé d'argent ternie, couverte de mystérieuses arabesques. Mais point d'explication lisible, de quelque sorte que ce fût. Le parchemin était volumineux et entièrement rédigé en une langue inconnue dont les mystérieux hiéroglyphes avaient été tracés par un ancien roseau. Carter reconnut aussitôt ces caractères, car c'étaient les mêmes que ceux qu'il avait déjà vus sur un certain rouleau de papyrus appartenant à ce formidable érudit du Sud qui avait disparu à minuit dans un cimetière sans nom. Cet homme n'avait jamais pu lire ce parchemin sans trembler. Carter se retrouva tremblant à son tour. Mais il nettoya la clé et la garda près de lui, la nuit, dans son odorant coffret de vieux chêne. En même temps, ses rêves devinrent de plus en plus intenses. Il ne lui montrait toujours aucune des étranges cités et des incroyables jardins du temps jadis, mais il commençait à prendre une tonalité bien particulière, dont l'objectif était évident. Il le ramenait en arrière, dans le passé, et avec les volontés mêlées de tous ses pairs, il le tirait vers quelque secrète source ancestrale. Il sut alors qu'il devait remonter le temps pour fusionner avec le passé. Jour après jour, il ne cessait de penser à ces collines du Nord où se trouvait la rustique et solitaire demeure de ses ancêtres, non loin de la ville hantée d'Arkham et de l'impétueux Miskatonic. Dans la lumière mélancolique des feux de l'automne, Carter se mit en route vers ses souvenirs anciens et traversa un paysage de collines aux courbes gracieuses, de prairies closes de murettes de pierres sèches, de lointaines vallées, de crêtes ornées de petits bois. Puis la route serpenta entre des fermes nichées au creux des collines, longeant les méandres cristallins du Miskatonic, traversés çà et là par des ponts rustiques de pierre ou de bois. De l'autre côté d'un rivage, il aperçut le bosquet d'ormes géants à l'intérieur duquel un de ses ancêtres avait mystérieusement disparu 1 siècle et demi plus tôt, et frissonna quand le vent souffla entre leurs branches comme pour lui susurrer quelque chose. Puis il vit la ferme croulante de la vieille Goody Fowler, la sorcière,
avec ses méchantes petites fenêtres et son grand toit pentu qui tombait presque à ras du sol sur son côté nord. Il accéléra quand il passa devant, et ne ralentit pas avant d'avoir atteint le sommet de la colline où sa mère et les pères de sa mère étaient nés, là où la vieille maison blanche regardait toujours fièrement de l'autre côté de la route, tournée vers un paysage d'une beauté stupéfiante, fait de pentes rocheuses et de vallées verdoyantes, où les flèches de Kingsport se dressaient très loin à l'horizon, avec en arrière-plan quelques touches de la mer archaïque, chargée de rêves. Il arriva ensuite à la route en pente raide au sommet de laquelle s'élevait la vieille résidence des Carter, qu'il n'avait pas vue depuis 40 ans. L'après-midi était depuis longtemps terminé lorsqu'il entama l'ascension de la colline. Arrivé à mi-pente, il s'arrêta pour regarder la campagne dans l'habit d'or et de gloire que lui avaient tissé, comme par magie, les rayons obliques du soleil couchant. Tous les espoirs, toute l'étrangeté de ses rêves récents semblaient contenus dans ce paysage silencieux, surnaturel. Carter songea aux solitudes inconnues des autres planètes en voyant dessiner devant lui les prairies veloutées et désertes dont les courbes étincelaient entre les murs éboulés, les bouquets de forêts féeriques qui couronnaient de lointaines collines pourpres, dressées derrière d'autres rangées de collines, et la vallée spectrale et boisée, qui plongeait dans l'ombre, changée en vallons humides où de petits cours d'eau fredonnaient et gargouillaient parmi des racines boursouflées et tordues. Quelque chose lui fit comprendre que les voitures n'avaient pas leur place dans le royaume qu'il cherchait. Aussi laissa-t-il la sienne à la lisière de la forêt. Après avoir mis la grande clé dans la poche de son manteau, il continua de gravir la colline. Il se trouvait maintenant au milieu des bois. Mais il savait que la maison était perchée sur une éminence où il n'y avait pas d'arbres, sauf au nord. Il se demandait à quoi elle ressemblerait, car à cause de sa négligence, personne ne l'avait habitée, ni ne s'en était occupé depuis que son étrange grand-oncle Christopher était mort, 30 ans auparavant. Quand il était petit, il lui était arrivé d'y séjourner longtemps, faisant d'incroyables découvertes dans les bois, de l'autre côté du verger. La nuit approchait. Autour de Carter, les ombres s'épaississaient. Tout à coup, une trouée s'ouvrit dans les arbres sur sa droite, ce qui lui permit d'apercevoir, par-delà plusieurs lieues de prairies crépusculaires, l'antique clocher de la congrégation au sommet de Central Hill, à Kingsport. La ville était colorée de rose par les dernières lueurs du jour, dont les feux étincelants se reflétaient sur les petites fenêtres rondes. Puis, quand il fut de nouveau englouti par les ombres, Carter se rappela avec effarement que ce bref aperçu n'avait pu surgir que de ses souvenirs d'enfance, puisque la vieille église blanche avait été depuis longtemps abattue pour laisser place à l'hôpital de la congrégation. Il avait lu avec intérêt un article de journal qui traitait de ce sujet, car il était fait mention d'étranges tunnels ou souterrains découverts sous la colline rocheuse. Il fut tiré de ces considérations par une voix qui le fit de nouveau sursauter, car elle lui était familière malgré toutes ces longues années. Le vieux Benijah Corey, qui avait été l'homme à tout faire de son oncle Christopher, était déjà âgé à l'époque lointaine où Carter venait passer ses vacances ici. Il devait avoir bien plus de 100 ans maintenant, mais cette voix aiguë ne pouvait appartenir à personne d'autre. Carter ne parvint pas à comprendre ce qu'elle disait, et pourtant le ton sur lequel elle s'exprimait était envoûtant et parfaitement identifiable. Dire que ce vieux Benji était encore en vie. « Monsieur Randy! Monsieur Randy! Où que vous êtes? C'est-il que vous voulez faire mourir de peur votre tante Marty? Comme si qu'elle vous avait pas dit de pas vous éloigner cet après-midi et de rentrer dès qu'il ferait nuit. Randy! Randy! Jamais j'avais un aussi terrible garnement, toujours à filer dans les bois, toujours à rôdailler, à rêvasser dans cette fichue tanière du serpent là-haut dans la futaie. Randy! Où c'est-il que vous êtes? Randolph Carter s'arrêta dans les ténèbres noires comme de la poix et se frotta les yeux. Il y avait quelque chose de bizarre. Il s'était rendu là où il n'aurait pas dû aller. Il s'était égaré très profondément dans des endroits où il n'avait pas sa place,
et se retrouvait inexcusablement en retard. Il n'avait pas fait attention à l'heure indiquée par le clocher de Kingsport, alors qu'il aurait très bien pu la lire avec sa longue vue de poche, mais il savait que son retard était vraiment très étrange et sans précédent. Comme il ne savait plus s'il avait emporté sa petite longue vue, il fourra la main dans la poche de sa blouse pour vérifier. Non, elle n'était pas là. Mais il y avait la grande clé d'argent qu'il avait trouvée dans un coffret, quelque part. Oncle Chris lui avait jadis tenu des propos étranges au sujet d'un vieux coffret qui n'avait jamais été ouvert et qui contenait une clé, mais tante Martha l'avait brutalement interrompu en disant que ce n'était pas le genre de choses à raconter à un enfant dont la tête était déjà suffisamment farcie de bizarreries. Il essaya de se rappeler où au juste il avait trouvé la clé, mais tout était très confus. Il se dit que ce devait être dans le grenier de leur maison à Boston. Il se rappelait vaguement avoir graissé la patte de Parks avec la moitié de son argent de poche hebdomadaire pour qu'il l'aide à ouvrir le coffret et n'en parle à personne. Mais alors qu'il se remémorait cet épisode, le visage de Parks jaillit de manière très étrange, comme si de longues années avaient creusé de rides son visage de petit cockney goguenard. « Randy! Randy! Hé oh! Randy !» Une lanterne oscillante émergea de l'obscurité du virage, et le vieux Benija se jeta sur la silhouette ahurie et silencieuse du pèlerin. « Ah, vous v'là donc, fichu gamin! C'est-il que vous avez pas de langue dans votre tête pour pas me répondre? Ça fait ben une demi-heure que je m'égosille. Je suis sûr que vous m'avez entendu depuis longtemps. Vous savez donc pas que votre tante Marty, elle est complètement tourneboulée que vous êtes là, dans le noir? Tendez un peu que je le dise à votre oncle Chris quand il sera de retour. Vous savez pas pourtant que ces bois, c'est pas des endroits où traîner à cette heure. Il y a des choses dans le coin qui sont bonnes pour personne. Mon grand-père le savait bien avant moi. Allez, venez, monsieur Randy, sinon Anna, elle va acheter le dîner. Randolph Carter fut donc obligé de gravir la route où l'on voyait, par-delà les hautes branches automnales, scintiller des étoiles étonnées. Des chiens aboyèrent alors qu'à l'autre bout du virage le plus éloigné, il voyait briller la lumière jaune de fenêtres à petits carreaux. Les Pléiades clignotaient de l'autre côté de la haute clairière, où la forme noire d'un grand toit en croupe se découpait sur l'ouest pâle. Tante Martha se tenait sur le seuil de la porte et ne gronda pas trop fort le petit vagabond quand Benija le poussa à l'intérieur. Elle connaissait suffisamment oncle Chris pour savoir qu'il fallait s'attendre à ce genre de choses de la part d'un gosse, dans les veines duquel coulait le sang des Carter. Randolph ne montra pas sa clé et se contenta d'avaler son repas en silence. Il ne regimba qu'au moment du coucher. Il lui arrivait de mieux rêver lorsqu'il demeurait éveillé, et il voulait utiliser cette clé. Le lendemain matin, Randolph se leva de bonne heure. Il aurait couru jusqu'à la futaie si oncle Chris ne lui avait mis le grappin dessus et ne l'avait obligé à s'asseoir à la table du petit-déjeuner. Il jeta des regards impatients autour de la pièce basse de plafond, avec son tapis en lambeaux, ses poutres apparentes et ses poteaux d'angle, et ne s'autorisa un sourire que lorsque les rameaux du verger vinrent gratter aux carreaux plombés de la fenêtre de derrière. Les arbres et les collines étaient ses amis. Ils formaient les portes de ce royaume intemporel qui était son vrai pays. Quand il put enfin s'échapper, il tâta la poche de sa blouse pour vérifier que la clé s'y trouvait toujours. Une fois rassuré, il détala à travers le verger en direction de la colline qui s'élevait juste derrière, la colline boisée qui grimpait encore plus haut même que la haute clairière. Le sol de la forêt était moussu et mystérieux. De gros rochers couverts de lichen se devinaient par endroits dans la faible lumière, tels des monolithes druidiques dressés entre les troncs boursouflés et tordus d'un bosquet sacré. Au cours de son ascension, Randolph franchit un courant impétueux dont les cascades proches chantaient des incantations runiques à l'intention des faunes, des égypans et des dryades aux aguets. Puis il arriva à l'étrange caverne nichée au creux de cette pente boisée, la redoutée tanière du serpent, que tous au pays évitaient et contre laquelle Benija l'avait maintes et maintes fois mise en garde. Elle était profonde, bien plus profonde que les gens ne le soupçonnaient,
sauf Randolph, qui avait un jour découvert une crevasse dans les ténèbres du fond. Cette fissure conduisait à une seconde caverne, plus grande. À un endroit sépulcral et hanté dont les parois de granit donnaient l'impression curieuse d'être sciemment destinées à quelque étrange fonction. Comme d'habitude, il y entra en rampant, s'éclairant au passage avec des allumettes chippées dans la boîte du salon. Arrivé à l'intérieur, il se dirigea vers la crevasse avec une impatience qu'il aurait eu du mal à s'expliquer. Il ne savait pourquoi il s'approchait du fond de la caverne avec un tel sentiment de confiance, ou pourquoi son instinct lui criait de sortir la grande clé de sa poche. Ce qu'il fit. Mais il ne recula pas, et quand il rentra en sautillant à la maison cette nuit-là, il ne présenta aucune excuse pour son retard et ne prêta aucune attention aux reproches qu'on lui adressa également pour avoir ignoré la corne du repas de midi. Il est à présent admis par tous les parents éloignés de Randolph Carter que c'est au cours de sa 10e année que s'est produit l'événement d'où son imagination devait ressortir renforcée. Son cousin, M. Ernest B. Aspinwall, de Chicago, de 10 ans son aîné, se rappelle distinctement un changement survenu chez le garçon après l'automne 1883. Randolph avait eu des visions si extraordinaires que très peu d'hommes avaient eu les mêmes. Plus étranges encore étaient les capacités dont il faisait preuve concernant des choses parfaitement terre-à-terre. En fait, il paraissait avoir acquis une étrange aptitude à la prophétie. Parfois, il réagissait de manière inhabituelle à des choses semblant dépourvues d'importance sur le moment, mais se révélant plus tard de nature à justifier ses surprenantes réactions. Au cours des décennies qui suivirent, alors que de nouvelles inventions, de nouveaux noms et de nouveaux événements se succédaient dans le livre de l'histoire, les gens se rappelaient parfois, en s'en étonnant, que Carter, des années plus tôt, avait négligemment prononcé quelques paroles incontestablement reliées à ce qui se trouvait encore à l'époque dans un lointain futur. Il ne comprenait pas lui-même ces paroles, ni pourquoi certaines choses provoquaient chez lui telle ou telle émotion, mais s'amusait à croire que ce devait être à cause d'un rêve à moitié oublié. C'est ainsi que, dès 1897, il blêmit lorsqu'un voyageur évoqua la ville française de Bellois en Santerre, ce dont certains amis se souvinrent quand il y fut grièvement blessé, en 1916, alors qu'il servait dans la Légion étrangère au cours de la Grande Guerre. La famille de Carter parle beaucoup de toutes ces choses, parce qu'il a récemment disparu. Son vieux serviteur, Parks, un petit bonhomme qui a supporté tous ses caprices pendant des années, l'a vu pour la dernière fois le jour où il est parti un matin en voiture, seul, avec une clé qu'il venait de trouver. Parks l'avait aidé à extraire la clé du vieux coffret qui la contenait et s'était senti curieusement impressionné par les décorations grotesques du coffret, ainsi que par une autre chose bizarre qu'il n'arrivait pas à définir. Carter était parti en lui disant qu'il s'en allait visiter le vieux pays de ses ancêtres, aux environs d'Arkham. La voiture de Carter fut retrouvée à mi-pente d'Elm Mountain, soigneusement garée sur le bas-côté de la route qui conduit aux ruines du vieux domaine des Carter. Dans la voiture, on trouva un coffret de bois parfumé dont les sculptures grotesques effrayèrent les gens du pays qui étaient tombés dessus. Le coffret ne contenait qu'un étrange parchemin dont aucun linguiste, aucun paléographe ne put déchiffrer ou identifier les caractères. La pluie avait depuis longtemps effacé toutes les traces de pas éventuels. Toutefois, des enquêteurs venus de Boston trouvaient éloquentes les traces de passage qu'ils avaient relevées dans la charpente écroulée de la résidence des Carter. Il y avait, disait-il, des indices prouvant que quelqu'un avait récemment farfouillé dans les ruines. Un mouchoir blanc ordinaire, retrouvé parmi les rochers de la forêt qui couvrent la colline, juste derrière le domaine des Carter, ne put être identifié comme ayant appartenu aux disparus.
Il est question de répartir les biens de Randolph Carter entre ses héritiers, mais je m'opposerai fermement à un tel partage, car je ne crois pas qu'il soit mort. Le temps, l'espace, la vue et la réalité ont leur tour et détour, que seul un rêveur peut percer à jour. Et d'après ce que je sais de Carter, je pense qu'il a tout simplement trouvé un moyen de traverser ces labyrinthes. Reviendra-t-il jamais? Je l'ignore. Il voulait retrouver les contrées du rêve qu'il avait perdues et se languissait de l'époque où il était enfant. Puis il a découvert une clé. D'une certaine façon, je crois qu'il l'a utilisée pour en tirer un étrange bénéfice. Je lui poserai la question quand je le verrai, car je m'attends à le rencontrer très bientôt dans une certaine ville du pays des rêves que nous avions coutume de visiter ensemble. À Ultar, sur l'autre rive du Sky, on raconte qu'un nouveau roi s'est assis sur le trône d'opale d'Ilegvad, cette ville fabuleuse dont les 1000 tourelles se dressent au-dessus des creuses falaises de verre qui surplombent la mer crépusculaire où les gnoris à barbe et à nageoires construisent leurs étranges labyrinthes. Je pense savoir comment interpréter cette rumeur. Évidemment, je suis très impatient d'examiner cette grande clé d'argent, car dans ces mystérieuses arabesques pourraient se trouver symbolisés tous les buts et tous les mystères d'un cosmos aveuglément impersonnel.